50 ans après Apollo 11, quel avenir pour la conquête spatiale? Faut-il retourner sur la Lune, aller sur Mars? Est-ce bien raisonnable? Des questions et des réponses avec les trois invités du Grand Angle. Et d'abord deux invités avec nous en plateau. Bienvenue à toutes les deux. Claudie Ignoret, bonjour, ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Vous faites partie des 10 Français qui sont allés dans l'espace et à ce jour la seule femme. Vous avez passé plus de 25 jours dans l'espace dans 2 missions différentes, en 1996 dans la station russe Mir et en 2001 dans la station spatiale internationale. Vous êtes médecin de formation, docteur en neurosciences et puis dans une vie bien remplie, vous avez aussi été 2 fois ministre de la Recherche et des Affaires européennes de 2002 à 2005. Et puis Isabelle Sorbès-Verger, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes géographe, chercheuse au CNRS, une spécialiste de l'espace et en particulier, dites-moi si je me trompe, des enjeux technologiques mais aussi géopolitiques de la conquête spatiale. Tout à fait. Voilà, et puis avec nous en duplex de Montréal, Isabelle Tremblay. Bonjour Isabelle Tremblay, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes la directrice des astronautes, des sciences de la vie et de la médecine spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Avant de parler du futur avec vous trois, l'anniversaire de ce 20 juillet est évidemment historique. 50 ans après, retour sur le film de cette aventure lunaire avec des extraits du documentaire Apollo 11 à la conquête de la Lune, commenté par Gérard Vandenberg de la RTBF. Au sommet de ce monstre d'acier tremblant de toutes ses tôles, il y a 3 hommes, 3 Américains. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Ils vont effectuer le voyage le plus risqué qu'un homme ait connu. Au bout de quelques minutes, la fusée atteint l'espace. Les premières images des astronautes apparaissent. Ils sont en apesanteur. Et voilà ce qu'ils voient au travers de leur hublot. Ce n'est en fait que le début du voyage. Il faut maintenant atteindre la Lune, un périple de 380 000 km. Au bout de 4 jours et 4 nuits, les astronautes se placent en orbite autour de l'astre blanc. Collins va rester dans la fusée et continuer à tourner autour de la Lune. Aldrin et Armstrong, eux, vont descendre. Ils prennent place dans ce qu'on appelle le LEM, une étrange araignée mécanique qui va leur permettre d'allunir. L'arrivée sur la Lune est délicate. L'endroit prévu pour se poser en pilotage automatique est plein de rochers. Armstrong reprend les commandes pour trouver un endroit plus sûr. Mais le carburant s'épuise, vite, très vite. Les astronautes prennent ensuite quelques heures de repos. Puis Armstrong s'équipe de son scaphandre. Il sera le premier à sortir. Aldrin, lui, est assis aux commandes du LEM, prêt à décoller en cas de danger. On ne sait jamais. Armstrong descend l'échelle, lentement. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Voilà, retour à 2019. Claudie Ignoret, vous vous souvenez de cette nuit du 20 au 21 juillet 69 ? Et oui, j'étais bien jeune, une petite fille de 12 ans, mais c'est un moment qui m'a marquée, qui m'a fascinée, où j'étais sans doute un petit peu incrédule, mais un moment partagé avec tous ceux qui autour de moi étaient en train de regarder cette image extraordinaire, ce moment fantastique. Et vous, Isabelle Sorbès-Verger, c'est aussi un moment dont vous vous souvenez? Oui, c'est un moment dont je me souviens très bien. Et moi, j'étais pas devant la télé, j'étais en Vendée. Et il y avait la suite d'un concert de corps de chasse, une chose assez improbable. Tout le monde avait sa radio et tout le monde écoutait et regardait la Lune. Ce sont des moments qui ont déterminé votre avenir à toutes les deux? Non, pas moi. Pour moi, je pense que ça a été un déclic de se dire qu'il y avait des aventures absolument extraordinaires, que la science, la technique pouvaient faire réaliser des choses qu'on pensait improbables. Et sûrement que ça m'a donné le courage de tenter moi aussi l'aventure.
Et vous, Isabelle Tremblay, c'est grâce à Apollo 11 que vous travaillez aujourd'hui pour l'Agence spatiale canadienne? Oui, bien certainement. Pour ma part, je suis née dans un monde où cette quête avait été réalisée, accomplie, où la possibilité d'aller sur la Lune était une réalité. Et puis, on envisageait les étapes suivantes. Alors, définitivement, moi, ça m'a inspirée profondément. Je vais revenir vers vous dans quelques instants, Isabelle Tremblay. Mais d'abord, Claudine Ignoret, avec 50 ans de recul, le recul qu'on a depuis ce vol historique, est-ce que ça a servi à quelque chose d'aller sur la Lune? On se pose souvent la question. Il y a eu de très, très belles missions qui sont effectivement interrompues en 72, avant la fin du programme tel qu'elle a été prévue. C'est vrai que le moteur qui avait lancé cette conquête de la Lune était plutôt un moteur politique qu'un moteur scientifique. Mais il y a eu une très belle science qui a été faite et qui n'est pas terminée d'ailleurs, parce que sur les 400 kilos d'échantillons les 12 hommes qui sont allés sur la Lune ont ramené. Ouais, qu'on ramenait, certains n'ont pas encore été exploité par la communauté scientifique, parce qu'on attendait d'avoir justement les capacités technologiques et d'en extraire un maximum. Ça a permis quand même de valider la théorie de formation de la Lune. Il y avait plusieurs théories encore à l'époque, et justement l'analyse de cette terre, de ces roches a permis de confirmer l'impact de la protoplanète avec la jeune planète Terre, et donc la formation de la Lune. Voilà, ça expliquait la formation de la Lune. Absolument. À cause d'un impact, en fait, sur la Terre. Ça aurait été projeté à des morceaux de terre qui auraient été... Absolument, ça. Voilà. Et ensuite, l'agrégation qui a fait que la Lune est devenue le satellite de notre Terre. Vous travaillez aujourd'hui pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui développe un projet de village lunaire retourné sur la Lune dans les prochaines années. C'est utile, indispensable, nécessaire? Vous le voyez aujourd'hui, on en parle à l'occasion de ce 50e anniversaire, tous les yeux sont tournés de nouveau vers la Lune. Les Chinois ont montré qu'ils étaient en capacité. Ils sont sur la face cachée de la Lune aujourd'hui. Les Américains proposent effectivement un équipage dès 2024 sur la Lune. La communauté scientifique a plein de superbes projets liés à la connaissance de la Lune et la science depuis la Lune. L'idée du village lunaire tel qu'il a été proposé par le directeur général de l'Agence spatiale européenne, ça concerne cette idée de s'installer durablement sur la surface de la Lune, avec des habitats, des types d'activités variées, scientifiques, technologiques, ou d'autres natures, avec des partenaires de tout type, aussi bien les agences publiques et privées que les acteurs privés. Et de se dire comment essayer de penser ensemble, de faire village pour rendre durable, possible, cette expansion de notre humanité sur une surface autre que celle de notre Terre. Alors Isabelle Sourbès-Verger, la conquête spatiale, c'est beaucoup de science, beaucoup de technique, mais c'est aussi une lutte de pouvoir, de prestige entre les pays. Aller sur la Lune, ça reste un objectif géopolitique. Alors, c'est différent, mais il est clair que la mission Apollo, c'était essentiellement un objectif géopolitique. Et malheureusement, la science n'était pas le seul moteur. Et il n'y aurait pas eu... ça dans le contexte de la guerre froide. Bien sûr, et il n'y aurait pas eu la nécessité pour les États-Unis de montrer qu'ils étaient à nouveau la première puissance capable d'aller dans l'espace, à la suite de toutes les premières soviétiques qui, quand même... je dirais, choquer l'opinion publique internationale. Premier satellite, premier astronaute... Première photo de la face cachée de la Lune, premier atlas de la face cachée de la Lune, etc. Première femme dans l'espace. Enfin, bon, il y avait énormément de premières. Et donc, vraiment, la question, c'était de redémontrer que les États-Unis étaient bien la première grande puissance scientifique et technologique. Aujourd'hui, il y a moins cette dimension géopolitique? Elle existe en termes de fierté nationale et en termes de démonstration de capacité. Et donc, vous avez l'Inde qui va lancer, elle aussi, sa sonde au pôle sud de la Lune et qui... donc théoriquement devrait le faire lundi ou mardi. Vous avez la Chine qui est sur la face cachée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces nouvelles puissances spatiales, elles ne peuvent pas s'éviter l'étape de la Lune, qui est vraiment une étape de confirmation de vos capacités technologiques. Et elles essaient de faire ça dans des endroits qui n'ont pas déjà été explorés. Et c'est en ce sens que, si vous voulez, il y a quand même le sentiment que quand on est dans le cosmos, il y a une interdépendance. Et même si la fierté nationale est un des moteurs majeurs, il y a quand même le souci aussi d'une forme de coopération, même si elle est un petit peu lâche, mais en tout cas une coopération. Alors, on connaît moins l'apport du Canada, et je me retourne à nouveau vers Isabelle Tremblay, qui est toujours avec nous. Je la vois, donc vous êtes bien avec nous. Justement, alors, quels sont les points forts, quels sont les points forts de la recherche et même de l'industrie canadienne dans l'espace?
Alors, si on pense plus spécifiquement à l'exploration de la Lune, à l'exploration habitée, la grande contribution canadienne, c'est dans le domaine de la robotique. Alors, on a développé, lors du programme des navettes spatiales, un bras canadien qui s'est avéré tout à fait nécessaire, essentiel à l'exploration. Et on a prolongé ces avancées technologiques dans le domaine de la robotique avec une contribution majeure au programme de la Station spatiale internationale, qui est le système d'entretien mobile. Ouais. Et puis, encore une fois, ce système a été utilisé pour assembler, module par module, l'ensemble de la station et continue aujourd'hui d'être utilisé pour son entretien, pour l'approvisionnement aussi de la station spatiale. Donc, les véhicules cargo sont capturés à l'aide des systèmes robotiques canadiens. Alors, ça reste une contribution essentielle. Et puis, on a prolongé récemment cette contribution aux vols spatiaux habités avec le projet de contribuer au Gateway lunaire, qui est une nouvelle initiative internationale. Donc, au Gateway lunaire, un système robotique un peu du même type, mais beaucoup plus avancé, avec des capacités d'intelligence artificielle, avec un fonctionnement beaucoup plus autonome et automatisé. Ouais. Alors, ça reste un élément très marquant du programme spatial canadien qui, ici, inspire beaucoup les jeunes, le public, et qui nous permet, en contrepartie aussi, d'avoir accès à l'espace, donc de pouvoir envoyer des astronautes canadiens sur la station spatiale et, on l'espère, plus loin dans l'espace cislunaire. Alors, à propos d'astronautes canadiens, il y en a un, David Saint-Jacques, qui vient de passer plus de 6 mois dans l'espace. On peut dire que c'est une réussite totale d'un point de vue technique et d'un point de vue humain. Ah, tout à fait. Ça a été une mission magnifique, très, très bien réalisée. On est très heureux du rayonnement aussi qu'a connu la mission, sur tous les plans, autant sur les plans opérationnels que scientifiques, et aussi de la sensibilisation du public aux vols spatiaux habités. C'est une grande réussite. Sur le plan humain, je dirais qu'en premier lieu, notre astronaute David Saint-Jacques est quelqu'un de fondamentalement humain, et je pense qu'il a bien fait part de son expérience, transmis son expérience aux Canadiens puis aux citoyens du monde entier. De ce point de vue humain, c'est-à-dire de vraiment faire ressentir ce que c'était de travailler, de vivre dans l'espace. Et c'était très important pour lui et pour nous aussi de parler de cette mission, puis de parler de l'importance des vols spatiaux habités au moment même où on s'engage dans les prochaines étapes. C'est toujours important d'envoyer des hommes dans l'espace. Les robots ne sont pas suffisants. C'est absolument essentiel d'envoyer des êtres humains dans l'espace, pas simplement d'un point de vue opérationnel, mais parce que c'est une entreprise qui, fondamentalement, est associée à notre avenir. Je pense que notre avenir dépend de notre capacité de prendre de l'expansion, d'aller vivre dans l'espace. Et on est au premier pas, en fait, de cette grande aventure, de cette expansion, si on veut, de notre biotope, parce que maintenant, on est confiné à la Terre. On ne vit pas de façon prolongée dans l'espace, à part sur la station spatiale, bien sûr, mais on souhaite retourner sur la Lune, comme le disait plus tôt Mme Aigneré, de façon soutenable, durable, de s'y établir, d'y vivre, autant à la surface de la Lune que d'autres destinations comme Mars, qu'on envisage aussi en ce moment. Et puis, c'est très important, comme je le disais, non seulement sur le plan opérationnel, mais c'est lié à notre instinct d'explorateur. Alors, l'exploration, c'est une stratégie de survie qui a fonctionné. On explore parce que ça nous rapporte des bénéfices, parce qu'on a foi en l'avenir, parce qu'on est optimiste, Merci. Parce que c'est une stratégie qui a été renforcée à travers notre évolution. Merci Isabelle Tremblay d'avoir été avec nous depuis Montréal, au Canada. Merci beaucoup. Alors on va revenir en plateau avec Claudie Aigneré et Isabelle Sourbès-Vergé. En 50 ans, on a parfois l'impression qu'on n'a pas fait de progrès spectaculaires. Dans les années 70, on se disait on sera sur Mars avant la fin du XXe siècle. On n'y est toujours pas et on est loin du compte. Mais on maîtrise très très bien depuis plus de 20 ans aujourd'hui les stations spatiale en orbite basse. Donc on maîtrise la microgravité et Isabelle le disait tout à l'heure, c'est vrai que la présence de l'homme, la façon dont ça impacte, ça fascine, ça attire la nouvelle génération, que ce soit David Saint-Jacques, Thomas Pesquet ou Luca Parmitano, l'astronaute italien qui est en train de rejoindre la station, qui vient de partir à l'instant. Voilà, ça c'est beaucoup de choses qui ont fait comprendre. La communauté scientifique a découvert des choses dans le plan de la physique, dans le plan de la physiologie, de la biologie.
Mais effectivement, s'installer avec un habitat au-delà de la protection, par exemple, du champ magnétique de la Terre. Quand on parle de la Lune, 400 000 km. Quand on parle de Mars, 40 millions de kilomètres. Dans le meilleur des cas, parce que Mars, c'est parfois beaucoup plus long. Il faut beaucoup plus loin. être non seulement explorateur, il faut être aussi bâtisseur. Ouais. Mais c'est important d'aller sur Mars, pour toutes les deux. Est-ce qu'il faut aller... Tout le monde veut aller sur Mars, mais pour y faire quoi? Alors, Mars, il y a beaucoup de missions automatiques qui aujourd'hui sont en train d'explorer, de commencer à trouver quelques éléments, de dire peut-être y a-t-il des traces de vie. C'est une planète qui a évolué assez proche de la Terre au départ, qui a évolué d'une façon très très différente. Et probablement va-t-on y trouver l'explication de cette vie qui s'est développée sur la Terre. Est-ce qu'il en reste des formes très préliminaires ou d'autres types? C'est une question tout à fait fondamentale. Oui, et les Américains, ils font toujours la course en tête Les Américains vont faire la course en tête pendant encore très longtemps. Maintenant, une mission... Il y a la Chine qui rattrape un peu son retard. Oui, la Chine rattrape son retard, mais si vous regardez les budgets, ils n'ont absolument rien à voir. Le budget américain est énorme par rapport à tout le reste du monde. On est à plus de 40 milliards de dollars. La Chine, on n'a pas de budget officiel, mais on est quand même plutôt de l'ordre de 8 milliards. Donc je ne sais pas si vous imaginez le gap que ça représente. Oui, surtout que ça dure depuis 50 ans. Donc au moins. Donc effectivement, ça c'est un élément important. Maintenant, si on envisage une mission martienne, l'idée c'est quand même de la faire en coopération. Et la grande question, ce sera de savoir quels sont les partenaires dominants, les partenaires majeurs et quels sont les partenaires mineurs. Et là aussi, pour l'Europe, c'est une question importante. J'allais vous demander, aujourd'hui, il y a une coopération spatiale, il y en a dans certains domaines. On voit parfois même que des astronautes américains partent avec des fusées Soyouz. Enfin, il y a une coopération internationale, mais pour aller sur Mars, il en faudra... Ça coûte très, très, très cher. La Station spatiale internationale est un exemple magnifique de coopération effectivement internationale. Mais comme il vient d'être dit, ce qui est important, c'est de trouver sa place pour être un partenaire qui compte dans la coopération. L'interdépendance dont on a parlé tout à l'heure. L'Agence spatiale européenne, aujourd'hui par exemple, fabrique le module de service du vaisseau Orion, qui va être le vaisseau qui va transporter les équipages vers l'espace lointain. Donc ça, c'est important. Avec des acteurs nouveaux aujourd'hui, qui sont le secteur privé. Les milliardaires, les entreprises privées, ils sont incontournables. Et qui sont des visionnaires et qui transforment la technologie, mais aussi la vision et la stratégie. Et qui illustre aussi quand même ce qu'était l'ambition du programme américain, c'est-à-dire de favoriser un entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment dans l'esprit. On avait les pionniers qui partaient conquérir l'Ouest, et il y a quand même depuis très longtemps, dans le programme américain officiellement, cette volonté d'avoir des entrepreneurs qui prennent la main sur l'État et qui, à leur tour, ouvrent à la conquête spatiale. Pour eux, c'est pas seulement là, c'est plus de la géopolitique, c'est aussi du business. Et puis c'est surtout une image d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis se construisent avec des hommes qui partent explorer, avec des hommes qui partent construire sur de l'entreprise individuelle. Et ça, c'est totalement atypique, enfin extraordinaire par rapport à d'autres visions. Aller sur la Lune brièvement, aller sur la Lune aujourd'hui, ça peut nous aider à aller sur Mars plus tard? Bien sûr, c'est une des éléments de la réflexion. La Lune, elle est à explorer en elle-même pour la science, pour y apprendre et tas de choses, et pour ses richesses potentiellement. Bon, ça, même si ça reste encore assez hypothétique sur les modèles économiques, elle est là aussi pour nous aider à préparer l'exploration de l'espace lointain. Et comme il a été dit, l'homme va continuer à explorer, à repousser les limites et à aller plus loin. Et moi, je suis convaincue que si on arrive à justement de façon durable apprivoiser cet environnement hostile, stocker de l'énergie, recycler les déchets, ça nous sera utile sur Terre aussi. Merci vraiment à toutes les deux. C'était trop bref pour évoquer un si grand souvenir. J'allais vous demander si vous étiez candidate pour partir sur Mars. Mais... Je le suis. D'accord. Et vous aussi? Non. D'accord. Merci Isabelle Sourdès-Verger. Merci Claudine Ignoret.